Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. En vue de la préparation de 2022, j'aimerais en savoir plus sur vous et vos envies. Alors quoi de mieux que de faire connaissance via 12 questions qui vous prendront 10 minutes top chrono via le lien en description. 5 chanceux recevront même une surprise à Noël. Et si vous écoutez cet épisode plus tard, le sondage reste ouvert pour que vous me confiez vos idées et vos envies. Et à la fin de l'épisode, je vous dévoile le programme de fin 2021 et ça promet. Pour en revenir à l'épisode, je vous présente Cindy, qui est guidée par Gap des chiens guides de Paris. Aveugle de naissance, Cindy a toujours su qu'elle serait accompagnée un jour d'un chien guide qui ne serait pas un labrador. Mais quelles sont les caractéristiques du border collie en tant que chien guide ? Après de nombreuses années guidée par Gap, Cindy revient sur toutes leurs aventures et leurs connexions très fortes. Elle nous raconte aussi comment certains avantages du border collie, pour elle, pourraient être des inconvénients pour d'autres bénéficiaires. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Cindy. Bonjour Estelle et bonjour à tous les auditeurs du podcast. Eh bien écoute, merci à toi d'avoir accepté de relever un petit défi, à savoir clôturer cette deuxième saison de mon podcast Futur Chien Guide. Ouais, mais c'est un honneur, merci à toi. T'en prie. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter rapidement ? Oui, alors donc je m'appelle Cindy, j'ai 36 ans, j'habite à Chambéry depuis 11 ans. La première partie de ma vie, je l'ai passée à Orléans, donc vraiment 2 styles, 2 ambiances. Ouais. Alors niveau boulot, actuellement, j'en ai pas un au vrai sens du terme, c'est-à-dire que je suis pas salariée. Mais à défaut, je passe beaucoup de temps à faire du bénévolat, autant au niveau associatif, c'est-à-dire donner des cours de nouvelles technologies aux personnes déficientes visuelles. Aussi beaucoup dans les commissions d'accessibilité. Sur Chambéry aussi ? Alors sur Chambéry, un petit peu plus globalement en fait, Chambéry même, plusieurs communes autour de Chambéry et également Grand Chambéry, donc qui regroupe vraiment la plupart des communes qui sont en Savoie. Ok. Donc voilà, au niveau des commissions d'accessibilité, donc c'est-à-dire autant la voirie que les bâtiments, donner un petit peu nos avis, nos recommandations aussi au niveau du handicap, parce que c'est vrai que souvent, les élus sont pleins de bonne volonté, mais ils ne sont pas confrontés au handicap. Donc, des fois, on voit des choses assez aberrantes. Je peux donner un petit exemple. Ouais. Il n'y a pas très longtemps, dans une commune juste à côté de Chambéry, il y avait un élu qui me dit « on a bien pensé au handicap visuel, on a mis une bande de guidage qui mène de la place handicapée jusqu'à l'entrée de la mairie. » Donc, alors là, je lui dis, c'est très gentil, mais en fait, si vous voulez, le problème, c'est que j'ai pas encore mon permis, en fait. Voilà. Et il me dit, oui, mais vous pouvez vous faire accompagner. Alors, je dis, oui, mais dans la logique des choses, si quelqu'un m'accompagne en voiture, la personne va pas me dire, c'est bon, on est garé, maintenant tu te débrouilles. Oui, c'est-à-dire que avec le handicap visuel, tu ne prends pas la voiture et du coup, tu n'as pas besoin de ce guidage entre la place et enfin la mairie, quoi. Mais c'est un peu ce que nous avait raconté aussi du coup Marion, qui est instructrice en locomotion du côté de Lille dans l'épisode 27, et elle nous avait un peu raconté qu'elle aussi, par son métier, elle était confrontée et elle voyait un petit peu tous les points d'amélioration, on va dire ça dans le positif, qui existaient et qu'elle bossait beaucoup avec la métropole européenne lilloise, notamment sur ces questions-là, justement d'adapter les villes, de placer les poteaux différemment, les panneaux, les arrêts de bus, etc. Que ça puisse correspondre aussi à tous les handicaps, parce que c'est vrai que, notamment entre le handicap visuel et le handicap moteur, alors nous, on aime bien avoir un minimum de relief au niveau du sol, parce que ça nous aide pour prendre des repères. Alors que les gens en fauteuil, s'ils pouvaient avoir un sol plat partout, pour eux, ce serait le bonheur. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à contenter tout le monde, en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment des représentants de tous les handicaps dans ces commissions. C'est vraiment important. Et justement, en parlant du handicap, toi, comment ça s'est passé dans le début de ta vie ? Est-ce que tu as toujours été touchée par la déficience visuelle ou ça a été progressif ? Alors oui, officiellement, mes parents l'ont su quand j'avais 6 mois. Que, en fait, quand je suis née, on nous fait passer des tests, on va dire, assez basiques, et puis il n'y avait pas de souci.
Et quand même, au fur et à mesure, mes parents se rendaient compte que je ne suivais pas du regard. Et pour un bébé, c'est quand même étrange. Mhm. Ils ont commencé à passer des examens, voilà. Au final, sur Orléans, ils ne savaient pas trop. Donc, on nous a envoyés sur Paris. Et c'est là qu'on a dit à mes parents, mais votre fille, en fait, elle est aveugle. Donc aveugle à 100% ou malvoyante de ton côté? Je fais vraiment partie de la catégorie des aveugles. Je ne suis pas dans le noir complet, bien que maintenant, je m'en rapproche de plus en plus. Mais quand j'étais petite et adolescente, je voyais... j'ai jamais vu les couleurs, mais j'arrivais à voir la différence entre le clair et le foncé. J'ai jamais vu de choses précises, par exemple un visage, ce genre de choses, j'ai jamais pu le distinguer. Mais quelqu'un qui était devant moi, je voyais une masse, un passage piéton bien dessiné sur la route, je le voyais bien parce que ça faisait des bandes blanches sur du foncé. Voilà, j'avais quand même pas mal de petits repères visuels qui malheureusement s'estompent l'âge avançant. Oui, parce que du coup, c'est plus les contrastes que tu saisis que les formes et les couleurs, quoi. Voilà, mais maintenant, j'ai vraiment même plus ça. En fait, j'ai juste un peu de différence entre nuit et jour et c'est à peu près tout. Et tu t'es orientée rapidement vers des aides de guidage, la canne blanche, par exemple? Alors justement, officiellement oui, mais la canne blanche chez moi, on n'est pas du tout bonne amie. J'ai toujours détesté cet outil, bien que ce soit le signe de la liberté quand même. Mais ouais, j'ai toujours fait un rejet en fait. Pour mes études, j'étais ce qu'on appelle en intégration, donc j'ai toujours suivi un cursus classique dans des écoles, classiques. Mais quand même, à Orléans, j'ai eu la chance d'avoir un centre qui me transcrivait tous les documents en braille, qui me permettait aussi d'avoir un accompagnement dans certains cours, en mathématiques ou en physique, les matières un peu compliquées avec des schémas, des trucs dans tous les sens. Donc je pouvais avoir quelqu'un qui m'aidait, qui venait en cours avec moi. Et donc ce centre pouvait aussi donner des cours de locomotion. Mais en fait, je suis tombée sur une dame qui n'était pas du tout pédagogue. Et en fait, elle m'a dégoûtée. Elle voulait me forcer. En fait, faut que tu prennes la canne, viens, je vais te montrer à l'extérieur. Donc, elle m'emmenait dans des centres commerciaux, dans les trucs. J'avais 11-12 ans. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi elle me force? Je rentre à peine au collège. Puis vraiment, voilà, c'était ce côté où elle m'a forcée. Ça m'a vraiment bloquée. D'autant que vraiment, j'arrivais à me dépatouiller comme ça. Et puis, en dehors du collège... Soit j'étais chez mes parents, ou soit je faisais beaucoup d'équitation quand j'étais plus jeune. J'étais au centre équestre et là je le connaissais par cœur, donc j'avais pas besoin de prendre la canne. Donc tu t'es débrouillée sans du coup pendant un long moment et tu as essayé de pas t'en servir le plus possible, si je comprends bien. C'est ça. Mais après au lycée j'ai pas eu le choix parce que là pour le coup c'était un établissement beaucoup plus grand, donc là j'ai dû l'apprendre, mais c'est vrai que c'était vraiment à contre-cœur. Et dès que je pouvais, dès que j'étais avec mes copains-copines, clac, je la repliais et hop, dans le sac. Ouais. Je vois. Et du coup, tu as fait de la lutte acharnée contre la canne. Et comment tu en es venue à tomber sur les chiens guides d'aveugles? La transition est toute faite. Moi, très jeune, je savais déjà que j'aurais un chien guide plus tard. C'est-à-dire qu'à 11-12 ans, je savais déjà qu'il y aurait un chien qui ferait partie de ma vie le plus tôt possible. Tu connaissais vraiment les chiens guides en tant que tels ou tu en avais déjà croisé? Oui et non. C'est vrai que déjà, moi, j'ai toujours beaucoup aimé les animaux, donc ça me paraissait d'une logique implacable d'en avoir un plus tard. Ouais. Et à l'époque, j'ai eu l'occasion de rencontrer Mira. C'était Mira à l'époque. Mira France. Voilà. Et donc, j'avais pu discuter avec eux. Ils m'avaient dit qu'ils remettaient des chiens à des adolescents. Je trouvais ça génial. Donc, moi, tout de suite, j'en parlais à mes parents. Enfin, moi, j'en voulais un demain, quoi. T'avais quel âge quand tu en as parlé à tes parents? Oh, je pense 12 ans, ouais, 12-13 ans. Quelque chose comme ça. Ok. Puis là, mes parents m'ont dit, mais Cindy, qu'est-ce que tu vas faire d'un chien guide aujourd'hui? Regarde, la journée, t'es au collège. Donc, j'étais au collège à l'époque. La journée, t'es au collège, donc ton chien, en fait, il va faire quoi pendant toute la journée? Il va dormir pendant que toi t'étudies, c'est pas très intéressant pour lui. Et puis, le soir, après, t'es à la maison et t'es beaucoup au cheval. Enfin, clairement, le chien, à quoi il va te servir? C'est vrai que j'avais pas complètement tort. Ouais, c'est vrai que nous on en a parlé du coup, tu vois, je rebondis sur ce que tu disais sur Mira France, qui s'appelle aujourd'hui du coup la Fondation Frédéric Gaillan. Voilà, dont on a beaucoup parlé dans l'épisode 28 avec la jeune Bérénice, qui elle justement a eu un chien guide dès le collège, du coup dès la fin du collège, elle vient de rentrer au lycée là. Dans son quotidien en tout cas ça faisait sens, mais dans le tien avec le recul pas forcément. Non, surtout que moi quand j'en ai parlé à mes parents, j'étais vraiment plus en début de collège. Je pense que j'étais en 6e ou 5e quoi. D'accord.
Et maintenant, c'est vrai, hein, avec le recul, oui, en effet, ça aurait été trop tôt. Disons que le chien n'aurait pas travaillé comme il l'aurait fallu. Et je pense que le moment où réellement j'en aurais eu besoin, c'est-à-dire au lycée, eh ben, en fait, il aurait peut-être pas été à la hauteur parce que pas assez travaillé et stimulé avant. C'est vrai que là, du coup, Bérénice, tu vois, elle raconte dans l'épisode 28 que c'est un peu tout décalé avec le Covid. Et il n'était pas prévu qu'il arrive juste pour faire 2 mois de collège et puis passer au lycée avec elle ensuite. Mais c'est vrai qu'elle l'a eu en fin de collège. Et là, pour le lycée, c'est vraiment important, même si elle est restée dans la même structure scolaire. Elle n'a pas eu de changement, mais elle est en région parisienne. Donc, rien que le trajet aidant, c'est le fait de pouvoir sortir seule, enfin, en tout cas, sans la canne et sans l'angoisse de tomber. C'est vrai que ça, c'est quelque chose dont on avait beaucoup parlé justement dans l'épisode 28. Voilà, et justement, donc moi au lycée, ça m'avait toujours pas quitté cette idée. Et je m'étais dit, bon, après, Mira, ça m'était un petit peu sorti de la tête. Et puis, je savais que les écoles de chiens guides remettaient des chiens que aux personnes majeures. Donc, je m'étais dit, bon, voilà, j'ai 15-16 ans, ça va bientôt être mon tour en fait. Ok. En plein milieu du lycée, je peux même te dire exactement pendant les révisions du bac de français en première, je sais pas pourquoi, le chien guide est revenu à moi, mais comme une évidence. Et je me suis dit, mais là, maintenant, c'est bon, je fais ma demande de chien guide. Comme un boomerang. Exactement. Et j'arrivais pas à me concentrer sur mes révisions. Donc, je me suis dit, en fait, je vais faire cette demande. Et comme ça, je pourrais me reconcentrer sur mon bac de français parce que sinon, ça va être compliqué. À l'époque, c'était les tout débuts d'Internet. C'était en 2001, je crois, ou 2002. Ouais. Donc, je suis allée sur Internet. J'ai recherché un petit peu les adresses des écoles de chiens guides. J'étais à Orléans à l'époque. Je ne savais pas du tout vers qui me tourner. Et en fait, j'ai envoyé des mails à plusieurs écoles. Donc, Paul Corteville, quoi, le nom. J'ai envoyé à Paris. Du côté de Lille. Voilà. Et j'avais envoyé aussi à Angers. Donc, tu as fait Lille, Paris et Angers. Ouais, je me suis dit, vaut mieux en envoyer plus et je verrai bien qui me répond et ce qu'on me dit. Et donc, l'école du Nord m'a répondu qu'ils étaient un petit peu trop loin géographiquement pour moi, donc ils me conseillaient de me rapprocher à une école plus proche. Ouais. Donc, il restait Paris et Angers. J'ai eu des réponses des deux écoles. Angers me disait très bien, écoutez, on vous envoie le dossier de demande de chien guide. Vous le remplissez, vous nous le renvoyez. Ok, bon. Et Paris me répond, très bien, je vous donne rendez-vous tel jour, telle heure à l'école. Waouh. Ouais. T'étais encore en pleine révision pendant cette petite réponse ? Oui, bien sûr. Oui. Et le rendez-vous, c'était, je crois, 1 mois plus tard, quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais là, c'est concret, quoi. J'ai plus le choix. Ouais, j'ai une date de rendez-vous. Enfin, c'est waouh. Oh, ça fait même bizarre, quoi, sur le coup. T'avais jamais été aussi proche, du coup, Exactement. de la concrétisation du projet, on va dire. C'est ça. Donc, je me suis dit, maintenant, il faut que j'en parle à mes parents. Ah oui, parce que tu l'avais fait sans en parler ? Ah, bien sûr, bah oui. Donc, je leur dis, bon, papa, maman, j'ai un truc à vous dire. Voilà, dans à peu près 1 mois, j'ai un rendez-vous dans une école de chien guide pour faire ma demande de chien guide. Et là, gros blanc. Ouais, quelle réaction de leur part ? Et sur le coup, en fait, c'était très rigolo parce que mes parents ont une réaction. En fait, ma mère m'a dit, mais c'est super comme projet, mais est-ce que tu es sûre que... parce que moi, j'avais pas mal de copains-copines, j'ai toujours été assez sociable. Et en fait, mes parents craignaient qu'en ayant mon chien, je devienne limite trop autonome et donc que mes amis se détournent de moi. D'accord. Ouais, c'est rigolo en fait comme réaction. Et je dis mais non, mais pas du tout. Et en fait, ils m'ont dit bah oui, mais regarde, quand tu vas dormir chez tes copains-copines, peut-être qu'après tu pourras plus si t'as ton chien, leurs parents voudront pas. Parce que j'étais encore mineure à l'époque, donc c'est pas comme quand on est adulte. Et puis je leur ai dit mais de toute façon, le temps que j'ai le chien, il va se passer un petit peu de temps, donc pas de souci. De toute façon, il faut aller à ce rendez-vous. Ok. Ah, on est allé à ce rendez-vous à l'école de Paris, donc. T'étais accompagnée de tes parents du coup ? Je suis allée avec ma mère. D'accord. J'ai toujours dit, les labradors, ça n'a jamais été ma race de chien de prédilection. Donc j'ai dit, si on peut éviter les labradors, j'aime autant. Mais après, je n'y connaissais pas non plus grand-chose dans toutes les races de chiens qui existaient, tout ça. Donc bon. Donc j'avais 17 ans à l'époque quand j'y suis allée. Ouais. Et on m'a dit, par contre, l'attente va être longue. Ça sera à peu près 2 ans. Parce que c'est toujours long au début. Et en plus, moi, j'habitais pas Paris ni la région parisienne. J'étais d'Orléans, donc c'était encore plus long. Ok. Voilà, donc je repars avec ça en me disant, bon, maintenant, il va falloir patienter. 1 an plus tard, j'ai un coup de fil de l'école me disant, alors, on ne vous appelle pas pour votre demande de chien guide à proprement parler, mais en fait, on a un club canin d'Orléans qui souhaite parrainer un chien guide. Donc, on a pensé à vous. Oh. Ouais, et est-ce que vous pourriez venir
C'était un championnat de France de ring qui se passait à Orléans et en fait, ils comptaient remettre un chèque, voilà, de je sais plus combien à l'époque, mais c'était vraiment une belle somme. Et donc, ils voulaient avoir un déficient visuel pour illustrer un peu tout ça. Ok. Et donc, j'y suis allée. Et là, voilà, ça m'a remis le chien guide en plein dans la tête. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai hâte. Bon, ça fait qu'1 an que j'attends. Oh. Et en fait, le truc de fou, c'est que je suis repartie de cette manifestation avec plein de cadeaux pour mon futur chien. Une corbeille, des jouets, des gamelles. Oh. Et là, je suis repartie chez moi avec tout ça en me disant, bah ouais, mais en fait, j'ai une corbeille vide, j'ai une gamelle, j'ai plein de trucs pour mon futur chien, mais il est toujours pas là, quoi. Et à peu près 1 an plus tard, le fameux appel est arrivé, comme quoi c'était temps que je fasse des essais de chiens. Donc, j'avais 19 ans. On m'a proposé une golden et une berger blanc. Ouais. La berger blanc marchait vraiment trop vite pour moi à l'époque. Et puis la petite golden, elle m'a fait ses petits yeux doux. Elle m'a mis une patte sur le genou quand j'étais assise dans la salle d'accueil à l'école. Et là, j'ai fait, oh là là, elle est mignonne. Et donc voilà, je suis partie avec cette petite chienne pour une remise. Mais avant la remise, comme j'avais quelques petites lacunes en locomotion avec la canne blanche, n'est-ce pas ? Bah oui, tu la portes pas dans ton cœur de toute façon. Non, mais en fait, étonnamment, les instructeurs en locaux de l'école trouvaient que je me débrouillais super bien pour quelqu'un qui n'en s'en servait jamais. Donc, en fait, ce qu'il fallait juste que je travaille, c'était la sécurisation pour les traversées un peu compliquées, les carrefours, un peu complexes, tout ça. Donc, tu as fait un petit peu de tableau blanc, de petites plaquettes là où on positionne des petits Legos pour représenter les carrefours. On en a parlé avec Marion, toujours l'instructrice en locomotion de Lille dans l'épisode 27, où elle disait justement qu'ils s'utilisent, c'est des petites plaquettes, par-dessus on met des logos, juste pour que vous puissiez visualiser et représenter le carrefour sur ces Legos. Il n'y a pas du tout de braille, il n'y a rien du tout, c'est juste... Non. C'est vraiment des petites choses aimantées et c'est vrai que c'est bien utile pour se repérer des endroits, même des bâtiments, des carrefours, tout. En fait, on peut s'en servir vraiment pour beaucoup de choses. Et donc, tu es repartie main dans la pâte avec une golden. Comment elle s'appelait, cette petite golden ? Elle s'appelait Tara, la première que j'ai eue. Et en fait, donc, j'ai fait en même temps quelques jours de stage de locomotion à l'école. Mais comme vraiment, je progressais très vite... La remise de chien, c'est vraiment quasiment faite en même temps, en fait. C'était un condensé. Ouais, donc t'as fait les cours de loco et la remise de chien. En même temps, tu étais loin, donc c'était pas mal aussi, peut-être. Oui, c'était bien. C'est vrai qu'en juillet 2004, j'ai commencé à me déplacer au Harnais avec ma première chienne, qui n'était pas la plus facile. Elle était assez têtue, quand même. Ouais. Une gentille chienne adorable, vraiment, on va dire chien de compagnie, elle était parfaite. Après, au niveau du guidage, oui, très têtue. Et puis, au final... elle s'est avérée être un petit peu lente pour moi, parce que moi, le chien guide, ça m'a redonné une liberté, comme à tout le monde d'ailleurs, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que, entre passer de je me sers le moins possible de ma canne à maintenant j'ai un chien pour aller partout. En fait, mon rythme de marche a changé, tout a évolué. Oui, tu veux dire entre le moment où tu as fait les essais, où là t'étais plus à tâtons, parce que tu avais pas forcément cette confiance en toi non plus, et le moment où tu as pris confiance et foncé, on va dire, avec Tara. Tara était plus à ton rythme, du coup. C'est ça. Mais bon, ça restait ma chienne. Et puis, de toute façon, malheureusement, elle est décédée très jeune. Elle est décédée à 4 ans et demi de la leptospirose. Ah, zut. Ouais, donc c'est vrai que ça a été assez dur. C'est quoi cette maladie C'est une maladie qui est transmise par l'urine de rat, principalement. Il suffit que le chien... soit boive dans une flaque ou mange du crottin de cheval ou infecté ou autre. Tu sauras jamais qu'est-ce qu'elle a mangé ou bu Non. Je le saurai jamais. Et puis, c'est vrai que je m'en suis beaucoup voulu au début, mais bon, c'est vraiment la faute à pas de chance. Donc, Tara t'a accompagnée entre 2003, 2004 et 2007. D'accord. On sait qu'il y en a un qui a pris la suite, un ou une d'ailleurs. Une. Aussi. Une flatcoat prénommée Amande. Une amande grillée, parce qu'elle était très noire quand même. Alors elle, c'était l'opposé de Tara. C'était une pile. Une flatoune vraiment énergique, dynamique, tout ce qu'on voulait. C'était vraiment très, très speed. Ouais, elle avait besoin de ta compagnie. Ah ouais. Puis alors, tellement dynamique, elle s'arrêtait jamais, quoi. Vraiment, c'était... Mais par contre, au guidage, une petite fusée, quoi. Vraiment, vraiment chouette chienne. Avec un caractère quand même assez compliqué.
qui a fait que, en fait, il s'avère qu'elle est tombée malade par la suite, mais en fait, dans tous les cas, elle aurait dû être mise à la retraite plus tôt que prévu. D'accord. Vraiment, des fois, c'était compliqué au niveau du chien guide. Elle était réactive sur beaucoup de choses et c'était compliqué à gérer au quotidien. Il était prévu qu'elle soit mise à la retraite prématurément, mais malheureusement, entre-temps, elle a eu un lymphome. Mince, ok. Voilà, donc oui, j'ai pas eu de chance. C'est vrai qu'elle est décédée prématurément à 8 ans. Et ce qui est génial, c'est que les derniers mois de sa vie, j'ai eu 2 chiens parce que j'ai eu mon 3e chien entre-temps. Alors raconte-nous comment ça s'est passé pour cette demande de 3e chien. On est sur une 3e race, il me semble. Est-ce que c'était une surprise ? Parce que c'est pas une race dont je crois je n'ai pas encore parlé. On est au 32e épisode de ce podcast. On n'en a pas encore parlé et je tenais tout particulièrement à faire cet épisode avec toi. Raconte-nous tout, je mets beaucoup de suspense. Déjà, pour revenir un petit peu en arrière, quand j'avais ma flat, j'ai été famille relais pour l'école de chien guide de Paris. J'avais une amie qui était à la fac avec moi à l'époque, qui trouvait le mouvement chien guide super, et donc elle a été famille d'accueil pour 2 chiens. L'un après l'autre. Hein. Ouais, l'un après l'autre. Et donc, quand elle pouvait pas garder l'une de ses chiennes, c'est moi qui faisais famille relais. Et puis, j'ai eu 1 ou 2 autres chiens de l'école aussi, voilà, par la suite en relais. Et en fait, donc, pour ma 3e demande de chien guide, vu que c'était quelque chose de programmé dans tous les cas, compte tenu du caractère de Tati Daniel. D'Amande. Voilà. J'ai failli être famille d'accueil, en fait, de mon 3e chien. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que... Alors, ma demande de chien était pour un border collie. Donc ça, pas de souci, c'était validé. Et en fait, il y avait une portée qui était née à l'école. Et donc, Laurence, pour ne pas la nommer, m'avait proposé d'être famille d'accueil d'un des borders. Alors, on va s'arrêter 2 secondes. Tu as dit border collie. Donc, tu avais fait toi-même une demande sur cette race. Tout à fait, voilà. Comment tu en es venue à penser à demander un border collie à l'école de Paris ? Eh ben parce que avec mes 2 premières chiennes, je faisais de l'agility. Et en fait, au club canin où j'étais, au passage, qui avait donné le chèque pour ma première chienne. Ah oui. Ça, c'est top. En fait, il y avait beaucoup de borders dans l'agility et je trouvais vraiment cette race géniale. C'est réactif, précis dans la façon d'exécuter les choses. Enfin, je trouvais vraiment cette race plaisante. Et j'ai su que l'école de Paris en faisait un petit peu. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion. Et vraiment, oui, en plus, vu mon rythme de vie et tout, Laurence m'avait dit, aucun problème. Au contraire, c'est vraiment une race qui vous correspondrait à fond, quoi. Donc, t'as explicitement demandé un border collie. C'était pas une surprise comme les 2 premières où t'avais juste dit pas trop de labrador, on va dire. Voilà, pas du tout, même. Voilà. Du coup, border collie. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des portées de border collie. Il y en a plus trop aujourd'hui à l'école de Paris. Mais après, c'est pas des chiens qui sont évidents à placer. On en reparlera un petit peu plus tard, je pense. Le border, c'est un super chien de travail, ça c'est sûr, mais c'est un chien qui a besoin d'être beaucoup stimulé, qui a besoin de beaucoup de... Et c'est ce que j'allais dire, moi, le border collie, je le connais dans un autre contexte. Ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux me voient pas mal dans les fermes avec les chèvres et les fromages. Et c'est vrai que moi, j'avais pas mal croisé le border collie. J'ai organisé aussi des concours de chiens de berger border collie. C'est des chiens très réactifs, comme tu dis, très speed. Très berger aussi, hein. Ils ont cet instinct directement d'aller pousser derrière les brebis, les oies, les gens, tout ce que tu veux. Et c'est vrai que quand j'ai croisé des border collie, notamment le tien, je me suis dit, mais donc c'est aussi un chien de travail côté chien guide. Comment on en est arrivé dans les chiens guides à se dire on va prendre un border collie? Tu vois, je me pose des questions des fois. Je pense que en fait, à l'école de Paris, il y a eu notamment une personne qui aimait beaucoup cette race. Et je pense qu'elle a beaucoup fait pour inclure cette race dans les races de chiens guides, parce que c'est vrai que c'était assez inédit. Il n'y a aucune autre école qui s'est lancée dans l'aventure sans avoir de demande. Moi, quand j'ai su qu'il y allait avoir une portée, c'est vrai que je me suis dit, c'est génial. En plus, j'aurai le choix. C'était bien. Et donc, est venue la proposition, en tout cas, pour que je sois famille d'accueil d'un des chiots. Ouais. J'ai trouvé le projet super. Et en fait, j'ai posé la question qu'il ne fallait pas. J'ai demandé, par contre, est-ce que le chiot que je vais avoir en famille d'accueil sera mon futur chien ? Et là, il m'a été répondu, non, pas forcément, parce que s'il y en a un autre dans la portée qui te convient mieux, ce sera l'autre chien. Oui, on te confiait la mission d'être famille d'accueil pour un de cette portée, mais pas forcément d'être famille d'accueil de ton futur chien guide. Tout à fait. Et là, je me suis dit, ah non, en fait, ça va pas le faire.
Autant je me lance dans une aventure famille d'accueil pour une autre race, voilà, pour un chien qui n'est pas le mien de façon sûre, c'est différent. Mais là, je me suis dit, c'est trop dur parce que potentiellement ce sera mon chien, mais peut-être pas. En fait, il y avait le doute. Et vraiment, ça m'a bloquée. Je me suis dit, ah non, parce que l'attachement va pas être le même, même si bien sûr on s'attache à tous les chiens qu'on a, hein, c'est sûr. Mais là, l'enjeu, non, c'était au-dessus de mes forces, quoi. Donc je me suis dit que c'était pas forcément une bonne idée et qu'au final, si j'avais à être famille d'accueil un jour, valait mieux que dès le début ce soit clair, soit le mien, soit pas le mien. Mais le doute comme ça, non, c'était trop dur. Ouais, trop dur à gérer. Bon, du coup, tu as dit non merci pour être famille d'accueil. Voilà, exactement. Et puis, donc, les petits chiots ont grandi. J'ai pu en croiser quelques-uns lors d'une journée porte ouverte. Donc, c'était chouette. Je les ai vus, je crois qu'ils avaient 6 mois, quelque chose comme ça. Et puis, donc, un peu plus tard, est venu le moment des premiers essais. Qu'ils n'étaient pas tous au même stade, en fait, les chiens. Il y en a qui étaient rentrés beaucoup plus tôt que d'autres en éducation. J'en ai essayé un premier, qui s'appelle toujours, je l'espère, Gotan, frère de celui que j'ai actuellement. Et en fait, ça avait plutôt bien matché. Oui, voilà, il était speed, dynamique, tout ce que je voulais. Comme c'était le premier et que moi, finalement, mon renouvellement commençait à presser un peu parce que ma chienne étant malade, elle me guidait plus. Donc, c'est vrai que puis il fallait gérer les chimios. Enfin, elle avait vraiment un traitement lourd, ma flat. Au niveau de sa maladie. Donc, oui, plutôt j'avais mon futur chien et mieux c'était. Voilà, j'ai essayé ce petit chien qui était bien mignon. Je l'ai emmené une semaine à la maison quelques temps après. Et en fait, avec le caractère d'Amande, je me suis dit, ce petit border, moi, je veux vraiment qu'il soit stable, quoi. Je voulais vraiment plus galérer autant qu'avec elle. Je lui ai vraiment fait passer pas mal de petits tests. Et avec les enfants, je trouvais qu'il n'était pas zen. Il se posait jamais. Voilà, il faisait vraiment son border, en fait. Il suivait les moutons, quoi, vraiment. Ah, il était sur le qui-vive comme un border, comme on connaît quand ils sont couchés dans le champ et qu'ils les regardent pour les diriger, quoi. C'est ça. J'en parle à l'école et ils ont fait des tests plus approfondis de leur côté et finalement ils l'ont réformé parce qu'en effet c'était compliqué. Il se posait pas. Il était allé chez une éducatrice plusieurs soirs qui avait des enfants. Non, c'était trop compliqué. Donc finalement, ce chien-là a été réformé. Ok. Voilà. Entre-temps, j'en avais essayé un autre, mais qui m'avait... Non, j'avais pas eu le feeling. C'était Galac. Ça collait pas. Bon. Et en fait, quand les chiots étaient plus jeunes et que je les avais croisés à une journée porte ouverte, j'avais repéré un petit chien qui était encore plus mignon que les autres. Il avait une tête plus fine. Il avait... je sais pas, il m'avait tapé dans l'œil, ce petit chien. Je savais qu'il s'appelait Gap. Et donc, j'en avais reparlé à l'école de chien guide. Et en fait, Gap, c'était pas sûr qu'il rentre en éducation parce qu'il il s'était créé une peur avec des camions. C'est un peu compromis pour lui. Bon. Et finalement, il est quand même rentré en éducation. Donc, au moment où Gotan a été réformé, on m'a dit, par contre, voilà, il y a une bonne nouvelle. C'est que Gap rentre en éducation. Il y aura aussi sa sœur Galan. Et puis, il en restait un dernier, Gamay. Voilà, donc je me remets quand même de la déception de Gotan en espérant secrètement. Là, il y a eu ce petit Gap, je me suis dit, c'est un signe du destin. Mais je voulais pas non plus vendre la peau de l'ours, trop tôt. J'ai pu rencontrer donc les 3 chiens pour faire un petit peu de travail, alors plus en laisse au début parce qu'ils venaient vraiment tous les 3 de rentrer en éducation. Gamay, je l'ai éliminé vraiment tout de suite parce que non, il n'y avait pas de feeling. Restait Gap et Galan. Ça, c'était début septembre. Arrive fin septembre, la porte ouverte de l'école. Et je me dis, donc j'y vais avec ma mère et je dis à maman, si tu vois des borders, surtout tu me le dis, quoi, on va les voir. Ok. Je croise Galan qui m'ignore, mais alors royalement. Genre, celle-là, je l'ai jamais vue. Bon, ok. Bon. Et puis, tout d'un coup, je sens, un peu plus tard dans la journée, je sens un chien qui me saute dessus, un peu par derrière. Et là, j'entends, non, Gap, ça se fait pas. Et là, je me retourne, je fais, oh, c'est Gap, c'est trop mignon. Et en fait, il était avec sa famille d'accueil. Et il m'a reconnue et il m'a sauté dessus, quoi. Et là, j'ai fait, oh, c'est trop mignon. Donc, il t'a reconnu de quand tu l'avais croisé De quand je l'ai croisé au début du mois. Oh. Je me suis dit, oh là 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 là, lui, il marque des points. Hein, puis avec sa petite tête toujours trop mignonne, je sais pas, il avait quelque chose. Bon. Bref, un petit peu de temps se passe. 3 mois après, je retourne à l'école faire un petit stage avec les 2 chiens, donc Gap et Galan, pour faire mon choix définitif. Ok. C'était juste avant Noël et on m'avait dit, celui que vous choisirez, vous pourrez l'emmener toutes les vacances de Noël chez vous. Oh, il y avait un enjeu à cette rencontre.
à fait. Et donc, voilà, je passe la journée, une soirée, puis le lendemain, je crois, avec donc les deux, voilà, faire des marches au harnais avec l'un, avec l'autre. Bon. Et là, j'étais vraiment face à un gros dilemme parce que Gap était vraiment, oh là là, au niveau du relationnel, il était vraiment, vraiment à craquer. Ouais. Ça s'explique pas, hein. Tout à fait. Mais par contre, au niveau du guidage, il était un peu timide, alors que Galan, vraiment, au niveau du guidage, elle était franche, elle était vraiment plus comme j'aime, quoi. Quand tu dis timide ou franche dans le guidage, pour bien se représenter pour des personnes comme moi qui n'ont jamais été guidées, ou presque, c'est dans les décisions, dans les changements de direction. Dans la façon de se déplacer, Galan, elle avait un petit peu de traction dans le harnais, alors que Gap, il était vraiment... je le sentais pas, quoi, quasiment. Je demandais les lignes, Galan, clac, elle y allait d'un coup, alors que Gap, il était un petit peu hésitant. Voilà, c'était. Mais au niveau du relationnel, ouais, Galan, c'était pas plus que ça, quoi. Elle faisait le boulot, mais... Oui, c'est ça. Et donc, les 2 jours se terminent, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute le cœur ou est-ce que j'écoute la raison? Je mise sur la qualité du guidage ou avant tout sur le relationnel, et le guidage suivra peut-être plus tard. Bon, j'en parle à une éducatrice qui me dit alors le choix. Je dis mais je sais pas. Donc je commence à lui expliquer, et en fait en m'écoutant, elle me dit mais Cindy, en fait ton choix il est fait là. Je dis bah non. Elle me dit mais arrête, écoute-toi parler, t'arrêtes pas de parler de Gap et Gap fille et Gap ça. Ah ouais, tu crois? Ah bon, tu crois? Elle me dit non mais réfléchis pas, c'est sûr. Oh, je dis bah allez, ok. Oh, c'est trop bien et tout. En fait, j'avais besoin, je pense, d'avoir une confirmation de quelqu'un de neutre un peu. Et donc, voilà, j'ai choisi Gap, et franchement, mais Gap, vraiment, j'ai pas peur de le dire, c'est le chien de ma vie. Ça, c'est sûr. Vraiment, des chiens guides, j'en aurais vraiment d'autres dans ma vie, ça, c'est évident, notamment un prochainement parce qu'il sera bientôt à la retraite. Mais voilà, dans tous nos chiens, on a forcément un chien qui sort du lot, et moi je pense que Gap, en tout cas il sera sur le podium, ça c'est sûr. Quand je serai vieille, je me dirai que Gap, oui, il sera toujours sur le podium, ça c'est sûr. Ouais, j'en parlais avec Jean-Pierre justement dans le dernier épisode, là, le mois dernier, l'épisode 30, parce qu'on se disait souvent, on parle du premier chien guide qui de fait a changé une vie, parce que forcément tu passes de la canne ou de pas de canne à une grande liberté, mais c'est pas toujours le plus marquant, et Jean-Pierre, je crois que Uliane, c'était sa troisième ou 4e chien guide. Voilà, il me disait peu importe ce qui va arriver ensuite, je sais qu'elle aura une place, et elle a toujours une place tous les jours en pensée dans son cœur, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que Gap, en fait, il cumule tout. Au guidage, il est génial. En chien de compagnie, il est top. Enfin, vraiment, c'est le chien, oui, vraiment. Alors, je sais que tous les chiens guides ont beaucoup de succès, ce qui est tout à fait normal, parce que ça reste malgré tout toujours des chiens bien éduqués et tout. Mais c'est vrai que moi, le nombre de gens, mais même qui veulent me prendre mon chien à la retraite, mais je leur dis, mais arrêtez, de toute façon, il restera avec moi. Mais j'ai une liste. Et oui, vraiment, il est super. Et c'est pour ça qu'avec lui, il participe à tout ce que je peux faire dans ma vie, parce qu'en fait, c'est un chien, il est adaptable partout. Pourtant, c'est vrai que ça reste un chien très sensible malgré tout. C'est vrai que quand je me retrouve dans un espace bondé, c'est pas le plus à l'aise. Voilà, ça reste quand même un border, donc ça reste un chien sensible et qui aime pas les grosses foules, tout ça. Mais à côté de ça, maintenant, au guidage, il hésite plus du tout. Tu lui demandes un truc, c'est carré, c'est top, quoi. Enfin, un niveau. Et c'est vrai que même l'école de chien guide, j'étais allée faire une journée de perfectionnement il y a quelques années de ça. Et l'éducateur, il m'avait dit waouh, ah là, il y a du niveau. Et quand un éducateur de chien guide dit ça, là, je fais oh ouais, c'est cool. Ça fait plaisir. Et justement, par rapport à sa race, donc tu as eu un Golden Retriever, un Flatcoat Retriever, et là, tu as un Border Collie. Est-ce que tu as vu des inconvénients ou au contraire des avantages? Des avantages, mais parce que c'est moi. C'est-à-dire que ce qui est des avantages pour moi pourrait vraiment être des inconvénients pour quelqu'un d'autre. C'est vrai que le Border Collie, honnêtement, je suis contente de ne pas avoir une vie de bureau du matin au soir, parce que vraiment, il a besoin de bouger, il a besoin de se dépenser, il a besoin de réfléchir, il a besoin de... Ouais, il est actif, quoi, vraiment. Alors, il sait se poser, il n'y a aucun problème. Moi, Gap, même quand je vais à la salle de sport, par exemple, quand je fais mes cours de sport, ou même je le laisse au vestiaire, il n'est pas attaché. Et il ne bouge pas, il reste couché. Pourtant, les gens, on a du mal à les éduquer, ils ont du mal à ne pas aller le caresser, tout ça. Mais Gap, il reste sans bouger, tout ça, quand il le faut, il n'y a aucun problème. Mais à côté de ça, par contre, je ne peux pas me limiter à faire que des trajets routiniers. Il a besoin d'avoir à réfléchir, d'avoir à trouver des solutions, d'avoir à...
et puis à se dépenser beaucoup, quoi. C'est vrai que... Donc ça, pour toi, c'est des avantages qui, comme tu dis, pourraient être des inconvénients pour des gens qui auraient un autre rythme de vie ou d'autres envies de vie. Hein. On dit que Gap, il est à 100 à l'heure, mais toi, il faut aussi te suivre quand même. On va bien ensemble. C'est vrai que pour ça, j'ai toujours fait beaucoup de choses avec tous mes chiens. C'est vrai que moi, je suis toujours partie du principe où je prends un chien guide, donc c'est pour l'inclure à toute ma vie. N'importe lequel de mes 3 chiens, vraiment, les fois où je les ai donnés à garder, je pense que compte sur les doigts d'une main, c'est vraiment très très rare. Gap, je l'ai depuis plus vers les 9 ans maintenant, et je l'ai donné à garder une fois. Oui, t'es pas une très bonne cliente pour les familles relais comme moi. Moi qui attends les petits coups de fil de on a besoin d'un week-end, 3 jours, 1 mois, etc. C'est sûr que faut pas que je compte sur toi. C'est ce que non, ouais, je suis désolée là. Non, mais c'est ce qu'on préfère hein, quand les chiens restent avec vous. C'est quand même mieux. Mais du coup, dans les éléments à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure avec un border collie, c'est tout ce que tu dis. C'est l'idée que ils ont besoin d'avoir un rythme soutenu, de bouger quoi. Tout à fait. Mais par contre, c'est vrai que quand on fait plein de choses, moi, Gap, même je le mets sur mon paddle, quoi. Je fais du paddle, il vient sur le paddle avec moi. Vraiment, je pense que j'ai à peu près tout fait. Ouais, avec lui, j'ai fait du canicross aussi. Vraiment plein de choses, quoi. J'ai fait des courses d'obstacles dans la neige, ou pareil, je l'emmenais. Ouais, vraiment un chien qui partage toutes mes folies, quoi. C'est top. On voit vraiment que l'aventure entre vous, elle est pas prête de s'arrêter, même si je comprends qu'il te guidera plus bientôt, c'est normal, il a le droit à sa retraite. Cependant, il a quand même beaucoup d'énergie encore à donner. Et je pense que sa retraite ne va pas être une retraite... elle va être très épanouissante, mais pas forcément très paisible. Elle va être adaptée à ses capacités, mais pas forcément très plan-plan, on va dire. Exactement. Et en fait, alors après, je vais vraiment m'adapter à sa vieillesse. C'est-à-dire que le but, c'est pas de l'arrêter complètement du jour au lendemain pour tout, parce que en fait, c'est ça qui va être dur pour lui si je fais ça. Oui. Donc en fait, je vais vraiment m'adapter à lui et puis être vigilante aux premiers signes de fatigue ou de douleur. Là, pour l'instant, là, il est en train de m'amener son jouet d'ailleurs. Quand j'aurai le nouveau chien, Gap, il va continuer. Quand je vais aller courir avec un ami avec qui je vais souvent courir, et Gap, il va continuer à venir avec nous, à pouvoir faire des détentes, puis diminuer petit à petit. Et d'ailleurs, tu nous parlais de canicross. Bon, c'est un projet qu'on a ensemble, il faut le dire. Oui, c'est vrai. Parce que si on se croise aussi et qu'on se connaît en dehors de se croiser aux journées portes ouvertes, c'est parce qu'on avait tenté, et on va le faire hein, quand elle reprendra de courir la Wami's Run. Toi comme moi, les dernières éditions, on était accompagnés ou on accompagnait d'autres personnes. D'ailleurs, j'en ai fait un article sur mon blog qui s'appelle « Courir un canicross à 3 ». Où j'explique un petit peu ce que j'ai appris dans le fait de courir avec Francis et sa chienne guide, qui ne guide pas pendant le canicross, et donc des responsabilités et des apprentissages que j'en ai tirés, et voilà, de cette belle expérience. Mais du coup, moi, je tiens au mois de mars prochain, si la Wami's Run se retient, je pense que on va vraiment réussir à mettre notre projet. Ben oui, parce qu'on devait le faire. C'est vraiment dommage parce que ça tombait pile poil le jour de l'anniversaire de Gap quand on devait le faire ensemble, je me souviens. C'était fin mars 2020. Bon, et puis fin mars 2020, finalement, on était tous chez nous. Voilà. Mais oui, avec plaisir. On prend rendez-vous pour mars prochain. Alors là, vraiment, avec grand, grand plaisir. Et d'ailleurs, je me demandais si parmi toutes ces aventures auprès des chiens guides d'aveugles, tu avais appris ou découvert quelque chose que t'envisageais pas franchement quand t'as fait ta demande par mail à Lille, Paris, Angers en 2000. Tout simplement, j'imaginais pas pouvoir être aussi libre, aussi autonome et pouvoir faire autant de choses seule, en fait, juste avec mon chien. Oui, je pense que je me mettais pas mal de limites à cause de la canne, hein. Je le sais. Mais vraiment, le chien, non, je pense que je suis allée vraiment au-delà de tout ce que j'espérais. Pouvoir même partir en vadrouille seule, c'est magique, quoi, vraiment. Quand on ne voit pas et qu'on a des yeux à 4 pattes qui sont là pour veiller sur nous, c'est magique, vraiment. Ouais, je pense que c'est ça, la plus grosse leçon que j'ai tirée de ma démarche, c'est une liberté folle. Et justement, tu nous parles de ces moments magiques. Est-ce qu'il y a un moment plus magique que les autres où le chien t'a un peu émerveillé, surpris dans le bon sens, dont tu te souviendras tout le temps, que ce soit avec Tara, Amande ou Gap d'ailleurs? Même si je pense que c'est peut-être avec Gap du coup, mais raconte-nous ça. Forcément, des moments, il y en a eu beaucoup, mais vraiment là où je me suis dit waouh, c'était avec Gap. C'était il y a quelques années.
j'ai rejoint en fait mes parents qui étaient partis faire les marchés de Noël en camping-car. On fait quelques marchés de Noël et puis arrive celui de Strasbourg, donc grosse ville. Et en fait, pour pouvoir accéder au marché, il fallait garer le camping-car vraiment un peu plus loin. Je pense qu'on a dû marcher 20 bonnes minutes à pied, à mon avis, avant de pouvoir arriver au marché de Noël. Donc voilà, on gare le camping-car, on y va, on fait notre marché de Noël, tout ça. Et puis, au moment de repartir, on ressort un petit peu du marché. Et puis, mes parents ne savaient plus trop par où on était arrivés. Oui, comme ça peut nous arriver quand on va dans des événements. Voilà, et moi j'étais juste un petit peu devant eux parce que c'est vrai qu'on avait toujours cette habitude-là pour que le chien vraiment continue à réfléchir par lui-même et non à suivre bêtement. Je me mettais un petit peu toujours devant voilà, pour que ce soit mieux pour tout le monde. Et mon père me dit je crois qu'il me semble qu'on est venu de la gauche, va à gauche. Et Gap va vers la droite. Alors je dis t'es sûr papa? Il me dit écoute je crois. Ma mère n'en savait rien. Je dis maman et toi? Dis-moi je sais pas. Et moi je dis moi je suivrais bien mon chien. Et en fait on a suivi Gap et il nous a ramenés sans que mes parents aient rien à dire du tout depuis 20 minutes. Il nous a ramenés au camping-car. Et là j'ai fait waouh. C'est impressionnant vraiment. Une ville qu'ils connaissaient pas. Et Gap a toujours été très fort pour ça. C'est vrai que j'ai pas mal vadrouillé avec mes parents justement, qui voulaient souvent partir que tous les deux tranquilles. Et puis moi, quand je savais des fois où ils étaient, donc je débarquais. On a beaucoup visité de villages, même inconnus vraiment par tout le monde. Et Gap, souvent, on repartait et clac, il nous ramenait tout de suite. Enfin, vraiment, il a une mémoire, c'est impressionnant. C'est fou, quoi. Donc là, il vous a ramené au camping-car, hop, comme ça. Ouais. Et là, j'ai dit à mon père, je dis tu vois, il est plus fort que toi. Pour se repérer. C'est fou quand même. Et parmi les belles rencontres que tu as pu faire grâce au chien guide, est-ce qu'il y en a aussi une qui sort du lot? Eh bien, grâce à l'école de chien guide, c'est vrai que j'ai fait quand même beaucoup de belles rencontres. Déjà, j'ai pu participer à un des spots national. C'est ce que j'allais dire. Il y a des belles photos de toi et Gap dans le cadre de la campagne de la Fédération française des écoles de chiens guides. J'ai participé au spot national de je sais plus quelle année, 2003, enfin je sais plus exactement. Ouais, je remettrai la photo sur l'article de blog, justement. Et aussi, au moment de ma remise de Gap, il y avait France 2 qui voulait faire un petit reportage. J'ai eu l'opportunité de passer dans le Trésor de France 2, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde. En effet. C'était très drôle parce que donc fallait faire comme si c'était la première fois que je rencontrais le chien et en fait Gap il me connaissait donc forcément quand je suis arrivée il était trop content, il m'a sauté dessus et tout. Enfin vous voyez qu'il me connaissait mais bon c'était rigolo quand même. et puis oui tous les gens en fait tellement de personnes que permettent de rencontrer le chien parce qu'il faut savoir que c'est quand même un vecteur social énorme quoi. C'est vrai que ça fait vraiment la différence entre une personne avec une canne et une personne avec un chien. Il y a même des fois où c'est trop. Souvent, les gens, ils viennent trop nous voir. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Voilà. Ce qui est souvent embêtant, c'est que les gens, ils viennent nous voir. Salut, toi, comment tu t'appelles? Bonjour, en fait. Bonjour, je m'appelle Cindy. C'est tout à fait ça. Oui, ils parlent à ton chien, mais ça, ils me le font même... Alors, quand t'as le chien au harnais ou la canne, etc., c'est un peu différent. Bon, ils disent pas bonjour à la canne. Hein. Je sais plus qui c'est lequel de mes invités... Je crois que c'était Karen ou Fabienne qui m'avait dit bizarrement, hein, quand j'ai la canne, il y en a moins, même si j'ai essayé de la styliser, ils viennent moins la voir. Je crois que c'était Karen qui me racontait ça. C'est vrai qu'elle disait justement qu'elle avait essayé de mettre un peu du strap, des couleurs pour que ça aille avec ses tenues. Parce que du coup, Karen de l'épisode 13, elle est très flamboyante, etc. Et elle racontait que, forcément, Miami, sa chienne guide, avait beaucoup plus de commentaires que sa jolie canne, on va dire, même si elle l'avait décorée. Ouais. Moi, c'est toujours ce que je dis. C'est vrai que le jour où on a besoin d'un petit coup de main, d'une petite aide, on est content finalement d'avoir des gens quand même qui viennent facilement nous voir. Faut juste arriver à faire le juste milieu et faut essayer toujours d'avoir un peu de pédagogie pour brutalement non plus, quoi. Ouais, moi je m'exerce aussi dans cet exercice d'équilibriste entre je veux absolument te parler parce que j'ai envie de toucher le chien et du coup moi je leur parle, mais du coup ils sont pas toujours réceptifs au discours de faire un peu de pédagogie. Puis il y en a certains des fois ils veulent rien comprendre, donc c'est pas grave, je passe ma route avec le chien et puis ouais. C'est pas eux qu'on va éduquer, on éduque plus les chiens parfois que les humains sur certains, donc... Ouais.
Je voulais te poser un petit peu la dernière question que je pose à tous mes invités dans ce podcast. Je voulais savoir si tu aurais un pire et un meilleur moment avec les chiens guides, que ce soit avec Tara, avec Amande ou avec Gap. Les pires moments, je vais en citer 2. Le premier, c'est avec Tara, mais c'était drôle. En fait, un jour, je marchais dans la rue et donc c'était dans les années, en 2005, quelque chose comme ça. Donc il y avait encore quelques cabines téléphoniques qui traînaient par-ci, par-là. Et donc je marchais et puis, je sais pas, il y a eu un bruit qui en tout cas a fait se retourner la chienne. Et en fait, pile à ce moment-là, il y avait la cabine téléphonique devant et bam, elle se l'est payée, mais en pleine tête, quoi. Enfin, heureusement, elle Et en fait, c'était trop la honte de voir le chien qui se paye un obstacle. Pareil d'intention, comme ça nous arrive à nous. Hein, Ouais. Même quand on a nos yeux, des fois, on tourne la tête, en effet, où on est surpris et on prend un poteau. Ou ça... C'est vraiment très drôle parce qu'en plus, la chienne, après, mais elle s'est arrêtée, genre mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Enfin, vraiment, c'était vraiment rigolo, la scène. Donc ça, c'était le premier. Et le second, c'est avec Gap. Alors là, vraiment, c'était vraiment la honte. Mais pareil, après, maintenant, j'en rigole, mais c'est vrai que sur le coup, c'est vraiment très, très gênant. Gap adore la voiture. Et en fait, un jour, j'attendais quelqu'un qui devait venir me chercher en voiture. Et puis, j'entends une voiture qui ralentit près de moi, qui s'arrête. Donc, ok, j'y vais. Voilà, j'ouvre la porte. Gap, clac, saute dans la voiture, donc devant, au pied. Je commence à m'asseoir. Et en fait, là, je me rends compte que c'est pas du tout la voiture de l'ami qui vient me chercher. Donc, voilà, je suis montée dans la voiture d'un parfait inconnu. Donc, imagine l'embarras, en fait. Je suis désolée, en fait. Et j'ai reconnu parce que moi, je commence à m'asseoir et puis, je sais pas, c'est l'odeur de la voiture. Et en fait, la personne qui était au volant, je pense qu'elle a dû être tellement scotchée et surprise qu'elle n'a rien osé dire, en fait. Voilà, donc ça, c'était vraiment très drôle quand même. Tes 2 moments, là, sont forts quand même. Entre le chien qui se paye par inattention et le pauvre, en même temps, cette porte de cabine... Et toi qui montes dans la scène où j'imagine que tu montes dans la voiture, le chien est monté en plus. Ah mais oui, non, mais le chien est puis bien monté, parce que je te dis, moi, Gab, dès qu'il voit une voiture, il va vraiment franco, quoi, que ce soit un coffre ou devant, il n'y a pas de souci. Et là, oui, j'ai à peine ouvert la porte, clac, il est monté tout de suite. Vous avez échangé quand même avec cet inconnu ou Mais même quasiment pas, en fait, moi, j'étais tellement gênée, j'étais tellement, morte de honte quasiment, et désolée, je suis désolée. Alors, je suis vite redescendue et puis j'ai refermé la porte et je pense que lui, à part me dire oui, c'est pas grave, voilà, pareil que moi, en fait, il savait pas quoi dire. Donc, on en est resté là. Quand même, il t'emmène dans des plans, Gap. Faut pas le suivre de partout alors. Hein. Bon, et du coup, le meilleur moment que tu as à nous partager pour finir. Il y a beaucoup de personnes, ça me l'a fait surtout avec Gap, moins avec les 2 autres. Beaucoup de personnes qui m'ont dit j'ai peur des chiens normalement, mais avec Gap, je sais pas pourquoi, il inspire confiance. Il est tellement doux, il a un regard gentil et il est toujours mesuré dans ses gestes. Et j'ai vraiment réussi à réconcilier plusieurs personnes comme ça, à aimer les chiens. Alors, à aimer, on s'entend. Hein. À tolérer, on va dire. Ouais. Et notamment une nana qui fait du sport avec moi et qui vraiment au début était terrorisée et maintenant... Vraiment, oui, elle vient caresser le chien et j'ai trouvé ça super en fait que le chien, au-delà de son rôle de guide et de chien de toute la vie, en fait, il a d'autres fonctions cachées en fait et c'est top. Oui, c'est vrai que ils ont aussi cette partie un peu plus, alors je dirais pas forcément sociale parce que ce dont tu parlais tout à l'heure en disant que ça apporte un peu un aspect social, c'est le fait d'avoir plus de relations sociales avec des gens qui, c'est vrai, te regardent plus et te parlent plus que quand tu es avec la canne. Ça c'est sûr, mais c'est plus cette empathie, cette manière de ressentir les émotions et qui au final font qu'ils s'adaptent vachement bien, quoi. Ouais, c'est beau vraiment tout ce qu'on arrive à partager avec eux et puis ils le font sans faille et ça c'est vraiment, c'est beau. Sur ces très belles paroles, je me demandais où est-ce qu'on peut te suivre si les auditeurs veulent te retrouver avec Gap. Ouais, il s'appelle Gap Chien Guide tout simplement. Ouais, je mettrai le lien aussi dans les notes de l'épisode. Ouais, il y a beaucoup de choses en fait qui sont méconnues, donc je trouve que les réseaux sociaux c'est vraiment important et c'est vecteur d'information vraiment pour le grand public et donc c'est bien. Oui. Bon, et bien sûr, il me reste à te remercier vraiment pour cet échange. C'était vraiment, la clôture. Ça me fait tout bizarre de me dire que c'est le dernier épisode de cette saison 2 qui avait commencé au début de l'année 2021 avec seulement 7 épisodes la saison 1. Là, on clôture au 32e épisode.
Donc ça fait un petit nombre pour cette année 2021. Bravo en tout cas, bravo. Merci. Petite pause annoncée pour le mois de décembre quand même, pour préparer et revenir en beauté à la rentrée. En tout cas, merci beaucoup Cindy pour cet échange et vraiment hâte de te revoir et de courir enfin ce Canicos à 3 avec Gapou au mois de mars. Tout à fait, avec grand plaisir. Eh bien, à très très bientôt. À bientôt. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Cindy pour son temps, en espérant qu'on puisse enfin courir un canicross ensemble en 2022. Et pour compléter votre écoute, vous retrouverez plein de photos en exclu de Cindy et Gap sur mon blog futureshangit.fr. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer vos retours et à m'identifier sur Instagram lors de vos écoutes sur mon Instagram @futureshangit. C'était donc le dernier épisode de 2021. Pour autant, vous retrouverez tous les vendredis des nouvelles de mes invités de 2020, enregistrées 1 an après chacun des épisodes ensemble. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles et dès la semaine prochaine pour les nouvelles de Marie VDM, ma toute première invitée.